L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! Comment est-ce que tu considérais la philosophie avant de devenir philosophe et comment est-ce que tu la considères maintenant? Alors, quelle bonne question. Comment je considérais la philosophie? Alors, je vais te faire un aveu. Je me suis pas mal ennuyée pendant mes études de philosophie. La vérité. Ah ouais? Ouais. Alors, j'étais passée par les prépas, Hippocagne et Cagne, et là, il y avait beaucoup de disciplines, beaucoup de matières, donc là, j'étais passionnée. Et ensuite, après, quand je n'ai fait plus que de la philo, je trouvais que c'était souvent un peu aride, souvent inutilement abscon. J'avais des profs à la fac qui se souciaient absolument pas d'être compris, et ça, je trouvais ça révoltant, de pouvoir parler 2 heures à des gens sans se soucier une seconde de savoir s'ils avaient été compris. Souvent, je ne comprenais rien d'ailleurs. Et j'ai fait toute ma culture philosophique en autodidacte, alors que j'étais à la fac. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris pratiquement, c'est par mes propres lectures, mes propres questionnements. J'aurais rêvé, mais vraiment rêvé de vivre à l'époque, de faire mes études à l'époque où il y avait Internet, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou, parce que moi à l'époque il fallait que j'aille à la bibliothèque, que j'emprunte des bouquins que je trouvais pas, je savais pas très bien où aller chercher. Bref, la philosophie me passionnait en tant que quête, mais elle me décevait beaucoup en tant qu'apprentissage et en tant que savoir. Et je me disais, si un jour j'enseigne la philo, parce que je disais bien si un jour, parce que au départ je n'avais pas du tout décidé que j'allais enseigner la philo. Je me disais, il doit y avoir un moyen de dire la même chose avec des mots plus simples pour que tout le monde le comprenne. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'écrire des livres qui ne sont compris que par 100 personnes ou 200. Voilà, moi j'ai envie de m'adresser au plus grand nombre. Donc j'ai une obsession, c'est la clarté, c'est la pédagogie. Donc voilà mon rapport à la philo. Je crois que la première fois, la vraie révélation que j'ai eue en philosophie, c'est avec Simone de Beauvoir, quand j'ai découvert le deuxième sexe, que je regrette d'avoir découvert si tardivement dans ma vie d'ailleurs, parce que c'est la première fois, vraiment c'est le premier livre que j'ai lu de la première à la dernière ligne en comprenant tout. Et ça a été une lumière, parce que le souci de la philosophie, c'est que souvent, enfin comme c'est enseigné à la fac, telle qu'elle est enseignée à la fac, c'est parfois très désincarné et tu vois pas forcément le lien avec des choses que tu as vécues ou avec des sujets qui te préoccupent ou qui t'obsèdent ou qui te posent problème dans ta vie. En fait, il y a ce décalage entre ce dont on a besoin, ce dont on a soif, ce dont on a faim à 15 ans, 16 ans, quand on se pose toutes ces questions, 17, 18, et puis ce que la philosophie peut nous apporter si elle n'est pas un peu dépoussiérée, éclairée, voilà. Et Simone de Beauvoir, tout à coup, c'est la révélation, parce que et alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle écrit simplement? Je ne sais pas. Mais ça n'empêche que ce qu'elle dit est extrêmement profond, extrêmement abouti. C'est basé sur une recherche extrêmement fine, méticuleuse. Elle est méticuleuse dans ses dansées. Mais c'est à la portée de tout le monde. Enfin, si tu t'en donnes les moyens, tu peux lire Le deuxième sexe, même si c'est énorme. Et voilà, tu vas le comprendre. Donc, c'est cette lumière, moi, qui m'a fascinée. Et ça a même été ma révélation philosophique, même avant, en même temps que ma révélation féministe, je dirais. Ça s'est fait en même temps. À quel âge tu l'as lu? Trop tard. Quand je dis trop tard, oui, parce que j'étais déjà bien intoxiquée par un tas de représentations. J'ai dû le lire vers 22, 23. C'est trop tard. Donc à la fin de tes études. Ouais, à peu près. Ouais. Mais t'avais quand même déjà... Parce qu'elle n'est jamais enseignée, elle. Ouais. On t'en parle jamais. Enfin, non. À l'époque, maintenant je sais pas, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Je pense qu'on devient philosophe et on a besoin. Ta question, en fait, c'est pourquoi on a tant besoin de philosophie aujourd'hui. Je pense déjà parce que les problématiques auxquelles on fait face sont de plus en plus complexes et on ne sait pas comment les appréhender parce que on est devant des grandes inconnues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peurs et les anxiétés contemporaines, c'est des peurs d'effondrement. C'est l'effondrement, c'est l'effondrement de la civilisation, c'est la catastrophe climatique, c'est l'effondrement du système bancaire, c'est les pandémies mondiales. En fait, c'est des peurs qui sont métaphysiques et devant lesquelles on est complètement désemparé parce qu'on n'a
pas la solution. Ou alors quand on l'a, on est en pleine dissonance cognitive parce qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour le climat, mais on le fait pas, donc ça rend fou. Et donc en fait, les gens, ils sont complètement désemparés par justement le décalage qu'il y a entre des véritables problèmes et puis une façon de les traiter qui peut être très très mal interprétée parce qu'elle est confuse. Donc il y a un manque de lisibilité, que ce soit dans les discours politiques qui sont sans arrêt tantôt à gauche, à droite, on respecte pas le programme pour lequel on a été élu, etc. Pas seulement en France, hein, mais aussi en France. Donc les gens sont un peu désemparés, ils cherchent des clés et ils les cherchent en eux-mêmes. Parce je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis du discours politique, déjà, par exemple, et des discours en général. Donc, une volonté de trouver les choses en soi-même. Et puis, on est saturé d'infos et d'infox. Et ça, je pense que c'est très difficile d'essayer de faire la part des choses. Et là encore, il y a que l'attitude philosophique, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire, voilà, j'ai devant moi différents discours qui se contredisent. Quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de cette thèse et quels sont les arguments les plus pertinents en faveur de l'autre thèse. Et la philosophie, ça consiste à essayer de confronter ces argumentations antinomiques pour voir ce qu'il en ressort. Mais ça demande un effort. Ça demande aussi, je pense, une certaine maturité. Ça demande pas nécessairement un bagage, mais par exemple, pour moi, l'antiphilosophie, ce sont les réseaux sociaux. Non pas que je critique les réseaux sociaux dans leur globalité, pas du tout, mais tu sais aussi bien que moi que quand tu es sur Twitter, finalement, tu reçois que des infos qui vont dans le sens de ce que tu penses. Les bulles de filtre. Voilà, ou alors tu reçois beaucoup de négativité et de critiques. C'est ça. Dans tous les cas, ça n'apporte pas grand-chose. C'est ça. Il y a peu de nuances. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus manichéenne, où on est obligé sans arrêt de choisir son camp. Et quand on émet le moindre petit doute, par exemple aujourd'hui, quand tu émets le moindre petit doute sur la politique de Netanyahou, hop, tu fais le jeu du Hamas. Bon, voilà, un peu de nuance, un peu de hauteur de vue. Donc voilà, c'est ça qui nous manque, et je pense que c'est pour ça que les gens en ont de plus en plus besoin. Une autre question que je me posais par rapport à ce qu'on s'est dit là, je me demande, est-ce que toi, tu as un objectif ? Je pose cette question déjà parce qu'il y a une forme d'injonction aujourd'hui à avoir des objectifs à accomplir et qu'on entend beaucoup cette phrase de « on ne peut pas atteindre un objectif si déjà on n'en a pas la vision ». Mais aussi parce que j'ai quand même le sentiment que l'humain aime progresser et que... Voilà, comme par exemple, un cuisinier pourrait avoir différentes étapes à franchir et puis toujours aller chercher celle d'après, chef, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. J'ai l'impression que dans le fait d'être philosophe, professeur, voilà, c'est dénué de tout ça et du coup, ça peut parfois être dur de savoir où on va. Quelle est toi ta vision par rapport à ça ? Alors moi, la question des objectifs, elle est assez floue chez moi, j'avoue. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur d'une manière générale. Ça m'angoisse, le futur. Enfin, je devrais pas dire ça en tant que philosophe, hein, mais bon. Tu es humaine, spoiler. Voilà. Si moi j'ai un objectif, c'est de faire gagner du temps aux gens qui me lisent et de les aider. Souvent, pas souvent, c'est qu'à chaque fois, mes livres sont partis d'une question qui m'obsédait et qui m'avait parfois rendue malheureuse. Et je me disais, si je peux faire gagner du temps à des jeunes, notamment par exemple sur la question de l'amour. Pourquoi j'ai écrit mon premier livre sur l'amour ? Je t'aime à la philo. Je t'aime à la philo parce que l'amour avait toujours été pour moi d'abord la problématique première et essentielle. Ça a commencé très jeune, comme je te le disais tout à l'heure, avec ce garçon qui ne me regardait pas. Mais pourquoi ? Voilà, on pourra en reparler. Pourquoi on s'intéresse toujours à ceux qui ne nous regardent pas ? Et ceux qui nous regardent, on les trouve tellement ennuyeux et pas drôles. Mais ça, c'est hyper intéressant. Je relisais le sommaire, là, donc t'arrives de tous tes livres. Et il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, c'est « Choisit-on l'être aimé ?» C'est un de tes chapitres. Oui. Et c'est tellement... Enfin, dis-nous. Dis-nous. Alors, pas tout, parce qu'il faut lire le livre pour vraiment savoir, mais... Oui, c'est-à-dire... Comment ne serait-ce que... Et c'est lié à la question de comment tu construis tes livres, mais comment trouver la réponse à cette question et est-ce que c'est le but, d'ailleurs ? T'as un débat là-dessus. Est-ce que j'aime quelqu'un parce qu'il est bien, ou est-ce que c'est... Enfin, c'est un débat entre Descartes et Spinoza, d'ailleurs. Bon, est-ce que j'aime quelqu'un parce qu'il a des qualités, ou est-ce que c'est parce qu'il a des qualités que je l'aime ? Bon.
C'est indécidable. Et celui qui a le mieux répondu à cette question, je pense que c'est Jean Kelevitch, qui a dit qu'en réalité, l'amour était toujours une préférence infondée, injustifiée, arbitraire, parfaitement aléatoire. Et c'est Montaigne qui l'a dit, j'aime la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc c'est une préférence complètement infondée. Et même souvent, on va aimer ceux qui vont nous faire du mal, parfois. Enfin, c'est vraiment... Donc cette question, moi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a quelque chose de complètement mystérieux dans le choc amoureux, dans le fait de tomber amoureux. Donc, de quelles étoiles sommes-nous tombés l'un vers l'autre, comme disait Nietzsche. Voilà, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'un tel, tout à coup, va te faire vibrer? Il y a eu plein de philosophes, c'est ce que j'ai montré dans le chapitre de ce livre, Choisit-on l'être aimé, qui ont essayé de dérouler ce truc-là, donc de répondre. Donc, si t'écoutes Freud, il va te dire, voilà, papa, maman, c'est des amours d'infantile, la scène primordiale, la scène parentale, etc. Bon, tu peux te dire, oui, c'est parce qu'il me rappelle mon père ou ma mère, ou c'est parce qu'au contraire, c'est le contraire de mon père. Ça éclaire. En fait, à chaque fois, t'as des éclairages, mais au bout, tu restes dans le mystère. Je pense que pour comprendre l'amour, ou le rire, ou la condition des femmes et le féminin et le masculin, il faut voir comment ça s'est construit à travers le temps. C'est-à-dire que si tu veux faire une œuvre de déconstruction, c'est-à-dire justement la déconstruction, c'est déployer, déplier, dérouler. C'est en fait déconstruire, c'est pas détruire du tout, c'est comprendre comment ça a été construit à travers le temps, comment on a construit l'idée de l'amour. Donc il y a une construction culturelle. L'amour, c'est une construction culturelle. Et le rire, c'est une construction culturelle. Donc il y a des façons de rire, on rit pas la même chose et de la même façon à telle et telle époque, dans tel et tel milieu social, dans tel et tel aire géographique, etc. Donc il y a une construction culturelle et on peut pas comprendre, à mon avis, toutes ces questions si on n'a pas fait cet effort. Et par ailleurs, on ne peut pas reconstruire si on n'a pas déconstruit. C'est vrai. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que déconstruire, tu vois, tu prends des Legos, tu détruis pas tes Legos. Enfin, je sais pas si tu joues au Lego, mais plus trop, mais quand tu joues au Lego, tu tapes pas dessus, tu désarticules ton bateau et avec les mêmes pièces, tu construis une maison. Et donc, tu reconstruis. Et moi, je trouve ça hyper important, le travail de déconstruction et justement le fait, comme tu dis, d'analyser un phénomène. Typiquement, quand j'ai voulu m'interroger sur le féminin et le masculin, l'essence du masculin notamment, le fait de découvrir que la masculinité n'avait pas toujours été pensée de la même manière à travers les époques, qu'il y avait eu des crises de la masculinité, etc. Mais ça éclaire énormément le présent. En fait, l'histoire, ça sert à éclairer le présent et on espère à éviter le retour des mêmes erreurs. Malheureusement, je constate que ou alors les gens n'ont pas assez de connaissances historiques, ou alors ils n'ont pas compris l'intérêt de l'histoire, mais je suis très étonnée, moi, qu'on reproduise, qu'on reparte. Comment ça se fait que les idées d'extrême droite, par exemple, dont on a vu le potentiel mortifère et le danger, que des jeunes aujourd'hui se précipitent dans ces idéaux-là d'extrême droite, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens de l'histoire, ou ils ne la connaissent pas, ou ils n'ont pas compris que l'histoire servait à nous ouvrir les yeux. Attention, regardez où ça mène ce type de discours. C'est ça qu'il faut, c'est à ça que sert l'histoire. Ce que je crois maintenant, mais alors à l'époque, c'est évidemment différent. Mais on ne peut faire le bonheur de personne. Voilà. Le jour où les parents auront compris qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leurs enfants, a fortiori le jour où les enfants comprennent qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leurs parents, le jour où les hommes comprendront qu'ils ne peuvent pas faire le bonheur de leur compagne, ou les femmes comprendront qu'elles ne peuvent pas faire le bonheur de leurs compagnons, tout ira un peu mieux déjà. Personne ne peut faire le bonheur de personne. On peut, dans le meilleur des cas, faire le sien. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le bonheur, c'est pas un état dans lequel on pourrait s'installer en attendant que ça se passe. Moi, je dis souvent, alors on dit toujours, le bonheur n'est pas dans l'avoir. C'est une évidence pour tout le monde, mais il n'est pas non plus dans l'être. Contrairement à ce qu'on dit souvent dans les livres de psychologie ou de développement personnel. Moi, ce que je dis, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire.
comme on dit, le seul bonheur, c'est le bonheur d'agir, le bonheur en acte. Et quand vous agissez, vous pouvez éventuellement, ça peut éventuellement faire votre bonheur, mais ça peut jamais sur la durée faire le bonheur de quiconque d'autre. Voilà, donc ça, j'ai fini par l'accepter, que je ne pourrais jamais faire le bonheur de ma mère. Et puis après, j'ai mieux compris quand j'étais adolescent qu'une partie de son malheur relevait de la pathologie, et pas seulement de la prétendue méchanceté de mon père, qui lui-même d'ailleurs était moins méchant que malheureux. Vous savez, il y a des pathologies de couple. Et d'ailleurs, mon père, après que ma mère l'eut quitté, s'est mis en couple avec une autre femme, qui est donc devenue ma belle-mère, Monique, qui est morte maintenant, mais qui était une femme merveilleuse. Et j'ai vu mon père, que je prenais pour le pire des maris, avec ma mère, devenir avec sa nouvelle épouse le plus merveilleux des maris. Voilà. Et alors ça m'en a appris beaucoup, en tout cas ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur l'amour, sur le couple et sur le bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que vous avez aussi fait pas mal de psychanalyse et que vous n'avez pas eu le même succès qu'avec la philosophie pour... Je fais de la psychanalyse comme patient. Oui, comme patient, mais non, pour guérir ses blessures... Je ne dirais pas que j'ai pas eu de succès, non, ça m'a intéressé, ça m'a appris des choses, mais en fait, le problème, c'est que j'étais pas assez malade pour que ça puisse vraiment me servir. Ce que disait Freud, la psychanalyse, ça ne sert pas à devenir heureux, ça ne sert pas à être heureux. La psychanalyse, explique Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. J'adore cette formule, La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Et j'étais pas assez dans la souffrance névrotique pour que la psychanalyse puisse me faire beaucoup de bien. C'est que j'étais pas si mal que ça. Au fond, j'avais des problèmes dans mon couple de l'époque. On était un petit peu en crise. J'avais envie d'y voir plus clair. Puis il y avait beaucoup de curiosité intellectuelle, parce que moi j'ai beaucoup lu Freud en tant que philosophe, et puis un peu de curiosité narcissique, on a envie d'en savoir plus sur soi-même, vous voyez, mais c'est de très mauvaises raisons pour faire une psychanalyse. Les bonnes raisons, c'est qu'on souffre terriblement, et je ne souffrais pas assez. Voilà, et donc comme j'étais pas vraiment malade, la psychanalyse m'a pas vraiment guéri, mais ça m'a appris des choses, ça m'a intéressé. Bon, il se trouve qu'au bout de 2 ans, en raison de 2 séances par semaine, j'ai eu un peu ma dose, d'autant plus que j'étais en train d'écrire le petit traité des grandes vertus qui me passionnait et que ça m'ennuyait de passer 2 fois. En plus, fallait prendre, c'était pas sur place, il fallait prendre ma voiture, etc. À l'époque, j'habitais pas à Paris. Ça me prenait un peu de temps. Donc, au bout de 2 ans, j'ai arrêté, mais je suis très content de l'avoir fait. Et alors, racontez-nous votre rencontre avec la philosophie. Parce que je crois que c'est venu d'une rencontre d'abord avec l'athéisme. Parce que si mes sources sont bonnes, vous vous destiniez aux ordres. Non, ça c'est une légende urbaine. On est là pour déconstruire les légendes urbaines. Et cette légende vient d'une phrase que j'ai écrite dans un texte autobiographique qui s'appelait « Une éducation philosophique » qui est repris dans un livre qui s'appelle lui aussi « Une éducation philosophique », dans lequel, racontant mon adolescence, j'explique que j'étais un adolescent très pieux, au point que cela me rendait le sacerdoce concevable. Concevable. Alors ça, et tout le monde conclut, il a voulu être prêtre. Pas du tout. Ça veut simplement dire que quand je me suis posé la question, plutôt que quand ma sœur me l'a posée, je me souviens très bien de la chose, on sortait de la messe, ma sœur aînée et moi, je devais avoir peut-être 12, 13 ans, elle 4 ans de plus, et elle me demande, mais au fond, tu ne devrais pas devenir prêtre. Et quand je dis que le sacerdoce me paraissait concevable, c'est que la question ne m'a pas paru absurde. Elle m'a même paru tout à fait pertinente. Mais un jeune garçon qui a une foi fervente, pourquoi se poserait-il pas la question? Sauf que je lui ai répondu non. Et donc, je n'ai jamais voulu être prêtre. La question me paraissait concevable, pertinente. Et la réponse a toujours été non, pour une raison très simple et très forte. C'est que je savais déjà que je n'avais aucune vocation pour la chasteté. Voilà, donc je tiens à préciser, je n'ai jamais voulu être prêtre. J'ai été un adolescent catholique très pieux, qui trouvait que la question de la prêtrise était une bonne question, mais à cette question, j'ai toujours répondu non. Voilà. Et donc, la légende urbaine doit cesser. Alors, ce qui m'interroge, je pense parler pour peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont cette peur de rater leur vie, ou de passer à côté de leur vie. Si je vous écoute, finalement, ce ne peut advenir, car le fait de vivre est déjà une réussite en soi. Ben voilà. Et vous pensez vraiment que des jeunes là de 20-30 ans, ils peuvent se satisfaire de cette réponse? Parce qu'en vrai, moi je suis pas là pour satisfaire les jeunes de 20 ans, d'une part. D'autre part, vous y croyez vraiment? Vous pensez que si vous aviez eu une toute autre vie... D'autre part, je vous rassure, vous ne réussirez pas votre vie.
C'est impossible. Personne ne réussit sa vie. Ça, c'est encore contrairement à ce que dit mon ami Luc Ferry, que j'adore par ailleurs, mais je crois que l'un de ses livres s'appelle « Réussir sa vie », mais ça me paraît un projet totalement dérisoire. Moi, ce que je crois, c'est que Sartre a raison quand il écrit « L'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec ». Pourquoi ? Mais parce que, par définition, on souhaite des choses qui n'adviendront pas ou dont on est incapable. Et puis, cette espèce de satisfaction du vieillard de 80 ans qui se dit « Ah, j'ai réussi ma vie », cette espèce de suffisance me paraît absurde. Il y a une part d'autosatisfaction que je crois, au fond, grotesque. D'imaginer le Christ sur la croix dire « Ah oui, j'ai quand même réussi ma vie ». Qui peut penser ça ? Non, moi je crois qu'il ne s'agit pas de réussir sa vie, il ne s'agit pas non plus de la rater volontairement, il s'agit de faire ce qu'on peut, voilà, faire ce qu'on peut, et comme on vit, voilà, là encore c'est ce que dit Montaigne, lui, il cite un de ses amis qui dit « J'ai rien fait aujourd'hui ». Quoi, n'as-tu pas vécu ? C'est la principale occupation, évidemment. Tant que vous êtes vivant, c'est ça l'essentiel. Que vous viviez en faisant un podcast, en faisant l'amour, en faisant une promenade ou en ne faisant rien, l'important c'est que vous viviez. Oui. Et donc, il faut arrêter de raconter des sornettes aux jeunes gens, en l'occurrence. L'important, c'est pas de réussir sa vie, c'est de vivre. Mais du même coup, faut pas vivre n'importe comment. Alors c'est pour ça qu'il importe de faire de la philosophie, vous voyez, pour pas passer, comme vous disiez, à côté de sa vie. Alors on n'est jamais à côté, on n'est pas déficient en cœur dedans, mais ça veut dire pour pas passer à côté de ce qu'on aurait voulu vivre, que peut-être on pourrait vivre si on était un peu plus intelligent, un peu plus lucide, un peu plus honnête vis-à-vis de soi-même. Voilà, je dis souvent que philosopher, au fond, ça sert à vivre mieux. Hein. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. C'est ça le pari de la philosophie. Mais pas du tout pour se trouver un sens, non, simplement pour être lucide sur la vie telle qu'elle est et pour apprendre que l'important, c'est moins le but ultime qu'on se donne que le fait d'accomplir chaque pas au moment où on l'accomplit. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai réussi plutôt, hein. Non, parce qu'après, si je prends les livres que j'écris, globalement, j'en suis plutôt content, si vous voulez. Bon, mais qui peut dire c'est un livre totalement réussi? Ben non, j'aurais sans doute pu faire mieux. J'ai fait ce que j'ai pu, puis j'ai beaucoup travaillé, vous voyez. Donc il y a bien une forme de réussite. Par contre, les échecs, j'ai eu des échecs davantage sans doute dans ma vie privée, oui. Ne serait-ce que mon premier mariage, je ne vis pas avec la mère de mes enfants, hein. Et c'était un échec qu'on a tous, enfin, elle et moi, que nous avons vécu douloureusement. Mes enfants pas trop, parce qu'on a fait en sorte qu'ils n'en souffrent pas trop. On s'est séparés dans de bonnes conditions. C'est moi officiellement qui avais la garde des enfants, mais mon ex-femme venait quand elle voulait chez nous. Enfin, tout ça s'est plutôt bien passé. Mais pour nous deux, pour elle et moi, ça a été un échec douloureux. Oui. Comment vous le surmontez? Comment vous faites pour ne pas pour pas faire en sorte qu'ils vous remettent en question plus que nécessaire? D'abord, je l'ai surmonté en tombant amoureux d'une autre femme avec qui je vis depuis 35 ans maintenant. Et nous sommes très heureux, là, pour le coup, tous les deux. Donc ça aide à se consoler d'un premier échec. Enfin, que tu n'es pas le premier, parce que, comme tout le monde, j'ai vécu évidemment plusieurs histoires d'amour. Enfin, pas 30, mais plusieurs, malgré tout, quoi. Comment dire, je ne sais pas ce que ça veut dire que réussir. Et pour vos enfants, par exemple, vous ne souhaitez pas les voir réussir? Parce que parfois, c'est difficile de l'appliquer à soi-même, mais j'imagine que vous aspirez quand même à ce que vos enfants réussissent leur vie. Malheureusement, oui. Mais je n'y crois pas. Ouais. Mais vous savez, c'est ce que dit formidablement Peggy. Il y a un texte de Peggy qui me bouleverse, ça s'appelle « L'homme de 40 ans ». Or, Peggy l'a écrit quand il avait lui-même 40 ans. Et dans ce texte, j'ai le titre de mémoire, j'ai lu ça il y a peut-être 20 ans. Et dans ce texte, Peggy explique que l'homme de 40 ans, il a compris quelque chose. C'est que le bonheur n'existe pas. Alors, sur le reste, il veut bien qu'on discute, mais là, sur la question du bonheur, il n'y a pas à discuter, ça, il l'a bien compris. Alors, tous les gens de 40 ans l'ont compris, le bonheur, ça n'existe pas. Sauf que cet homme de 40 ans, il a un fils qui a, par exemple, 17 ans. C'est l'âge qu'avait le fils de Peggy quand Peggy écrit ce texte. Et cet homme de 40 ans, il n'a qu'un seul rêve dans la vie, un seul, c'est que son fils soit heureux. Voilà, j'en suis là, on en est tous là. On en est tous là, c'est-à-dire qu'on est plus fragile comme père que comme adulte, voilà. Et donc, je ne bassine pas mes enfants avec jamais je leur ai demandé de réussir leur vie, fort heureusement, je les laisse tranquilles. Je leur demande simplement de ne pas être malheureux. Voyez.
Et pour l'instant, il me semble que c'est le cas. Donc ça va, je touche du bois. Hein, parce qu'il y a une chose que je ne supporte pas, justement, comme tout le monde, mais c'est le malheur des gens que j'aime. J'allais vous demander comment vous progressez. Et j'ai l'impression que vous nous avez quand même fourni un élément de réponse. C'est en démystifiant, j'ai l'impression, des idéaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous de progresser en tant que personne ? Oui, augmenter sa capacité d'amour. C'est ça l'important. Hein. La lucidité philosophiquement prime, mais humainement, c'est l'amour qui prime. Ça se travaille ? C'est un muscle ? Je ne sais pas trop, finalement. Ce qui se travaille, peut-être, c'est combattre la haine. C'est plus facile de cesser de haïr. Hein. Et là, j'ai progressé. Oui, là, j'ai progressé. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins de haine. Il y a des gens qui m'agacent, évidemment, mais enfin, non, j'ai de moins en moins de haine. Pour ce qui est de l'amour, c'est évidemment plus difficile. Je ne sais pas si ça se travaille. Mais voilà, j'arrive mieux, en tout cas, travail ou pas travail, mais j'arrive mieux à aimer la vie telle qu'elle est. Et c'est là où les deux pôles vont un peu ensemble. Se démystifier, cesser de rêver une vie. C'est quoi ? Moi, je fais une différence entre l'illusion et la mystification. Ce que j'appelle mystification, c'est se faire des illusions sur ces illusions. Par exemple, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez le soleil se lever à l'est. Vous savez bien qu'en vérité, le soleil ne se lève pas à l'est, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Oui, mais vous voyez quand même le soleil se lever à l'est. Une fois que vous savez que ce n'est qu'une illusion, ça n'est pas une mystification, puisque c'est une illusion dont vous êtes délusionné. Vous continuez à voir le soleil se lever à l'est, mais vous savez que ça n'est qu'une illusion. Alors que ceux qui croient ou qui croyaient dans l'ancien temps que le soleil se levait vraiment à l'est, se faisaient des illusions sur leurs illusions puisqu'ils la prenaient pour la vérité. Et donc, il ne s'agit pas forcément de s'interdire toute illusion, il s'agit, si possible, d'arrêter de se faire des illusions sur ces illusions. Par exemple, si je tombe amoureux, alors à l'âge que j'espère que ça ne m'arrivera plus, c'est trop compliqué, puis je suis trop heureux en couple, mais à supposer que je tombe amoureux d'une autre, forcément, je me ferai des illusions, parce que être amoureux, c'est forcément se faire des illusions. Mais je ne me ferai plus d'illusions sur ces illusions. D'ailleurs, mes dernières histoires d'amour, je ne me faisais plus d'illusions sur les illusions. Hein. Et donc, ils étaient démystifiés. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de s'interdire toute illusion, surtout ne vous n'interdisez pas d'être amoureux et de vous faire des illusions sur l'homme ou la femme que vous aimerez, mais évitez de vous faire des illusions sur vos illusions. Voilà. Et donc, défini ainsi, la philosophie est moins un travail de désillusion qu'un travail de démystification. Dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés quand il y en a, c'est se taper la tête contre un mur. Et que dans la vie, je ne dis pas qu'il faut courir vers les difficultés. Je dis juste quand il y a des difficultés, penser qu'on est en faute, que c'est une déficience de notre part, qu'on a un problème, ça c'est la meilleure manière de ne pas avancer dans sa vie. Donc du coup, si je suis votre raisonnement et ce que dit aussi l'auteur et le professeur à Harvard, c'est que le bonheur serait le fait de relever des défis en fait. Ça fait partie, il n'y a pas que ça. Mais quand il y a des... Mais ce qui est intéressant, c'est dans les défis, ça rend heureux. Donc ça permet juste de remettre en question notre idée que c'est en restant dans son lit toute la journée qu'on va être le plus heureux. Ça, moi, je m'en doutais. Donc c'est peut-être en faisant des choses, en inventant, en prenant des risques, en essayant de créer des trucs. Et après, alors là, moi, je dirais dans mon langage à moi, d'être connecté à son désir. Je pense que on est heureux parce qu'on est en rapport à quelque chose de son désir profond, de ce qui nous semble vivant, de ce qui nous met en rapport à quelque chose de réel. On sent qu'on touche quelque chose de réel. Voilà, ça, je trouve que ça donne une forme d'engagement qui nous nourrit. Dans la vie, il y a du contraste. Vouloir être unilatéral, c'est la meilleure manière de ne pas vivre. Quand j'apprends à nager, la première fois, j'ai cru que j'allais couler. Si je ne voulais pas affronter l'eau où je risque de couler, j'aurais eu aucun plaisir à nager. Et quand je nage, au fond, je transcende le fait que je devrais couler en bonheur de nager. Vous voyez ? Donc le jeu du positif et du négatif fait partie de la vie. Il y a une tension dans l'existence qui est nécessaire. Et vouloir nier cette tension, c'est plus créer 1984, après le livre d'Orwell, que, c'est-à-dire un bonheur de bisounours niais, que le vrai sens du chemin de l'existence. Mais une question que je me pose, parce que j'ai aussi l'impression qu'on est pas mal à être dans ce piège malgré nous, de cette conception, enfin une des conceptions, une des formes du bonheur, c'est de apprendre à relever des défis et à progresser, c'est que du coup on n'en a jamais assez. Il y a un peu ce truc de, si être heureux c'est relever continuellement des défis,
parfois je me dis, ben ouais, mais du coup on n'est jamais vraiment satisfait. C'est quoi le rapport entre satisfaction et bonheur? Il y a un côté, on n'est jamais satisfait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qui permet de continuer aussi à vouloir grandir. Mais après, la question, c'est est-ce que je fais un défi pour un défi, ou est-ce que le défi permet de réaliser quelque chose de vrai, de profond? Est-ce que ça m'accomplit? Est-ce que ça m'élève, ou c'est juste un autre défi de plus? Le problème du défi, c'est que c'est pas le défi pour le défi. C'est comment en faire quelque chose de vrai, de profond, on sent. Et donc je pense que là encore, on est dans si je fais un peu le philosophe quelques minutes, mais c'est intéressant que la philosophie naît avec Platon, qui l'a définie comme une érotique. Alors, c'est un peu surprenant, parce que pour nous, érotique, c'est uniquement lié à la sexualité, mais pour Platon, on est frappé par Eros, et Eros, c'est ce désir qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Et moi, je crois que ça, c'est très profond. Être humain, c'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque pour être. Il y a une tension, qui est une tension désirante, qui nous pousse en avant, qui nous fait grandir. Et donc, je ne crois pas que pour l'être humain, être juste dans l'instant présent soit l'accomplissement profond. Alors, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est engagé dans la méditation, parce que tout le monde raconte ça inlassablement, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'instant présent. Mais je dois dire que je trouve ça un tout petit peu niais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à la méditation, et même que vous avez choisi un assez jeune âge quand même, à 20 ans, c'est généralement pas un âge où on est sensibilisé à la méditation, et que vous ayez même suivi une école, quoi. Aujourd'hui, la méditation, franchement, pour tous les jeunes qui nous écoutent, je comprends que ça ne vous intéresse pas, c'est ringard, ça n'a aucun rapport à la vie, c'est juste être zen. Quand on est jeune, on n'a pas envie d'être zen. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était pas du tout ça, la méditation. Je fais des études de philo, on va parler de méditation, je frappe à la porte de quelqu'un, je rencontre un neuroscientifique, il me parle, j'avais l'impression d'ouvrir un continent complètement nouveau qui allait changer le monde. Et c'est ça qui m'a complètement plu. Puis après, j'ai rencontré des poètes de la Beat Generation, il y en avait encore quelques-uns qui étaient vivants, comme Allen Ginsberg et tout ça. J'ai rencontré des artistes. J'avais l'impression qu'on était en train de faire quelque chose qui est en train de révolutionner. Alors, c'est difficile à dire, mais c'était plus une remise en question d'un état social mortifère que permettait la méditation. Parce qu'aujourd'hui, en gros, franchement, la méditation, c'est une technique de gestion de soi-même pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Soyez zen, et puis fermez votre gueule et continuez à avancer. Et alors, ça permet peut-être de tempérer un petit peu un excès, quoi. Moi, je sais que j'en fais, et c'est vrai que... Enfin, ce qui m'a motivé aussi, c'est un peu toutes les études qu'il y a derrière, qui ont vraiment été réalisées, où on a, sur plusieurs mois, l'impact de juste 10-15 minutes de méditation par jour sur l'esprit et sur le bien-être général. Et je vois ça un peu, moi, où ça m'a quand même permis de prendre du recul. C'est-à-dire que j'ai un rythme de vie hyper actif, et donc même juste de méditer 15 minutes par jour, quand je sens parfois dans la journée que je m'emballe et tout, ça me permet de me ramener à ma respiration, enfin... Des choses assez basiques, mais c'est vrai que c'est plus des techniques de gestion. C'est clair, stress, moi ça m'intéressait. Moi, c'est sûr, c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Moi, j'ai pratiqué parce que je trouvais, c'était. Comme j'étais hypersensible, j'étais un peu un mauvais élève. Je comprenais pas trop. Pourquoi vous étiez un mauvais élève ? J'étais un mauvais élève parce que j'étais trop hypersensible. Donc, tous les hypersensibles sont. Moi, mon meilleur ami est hypersensible. Il était très bon élève. Il a tout réussi. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais donc, j'étais mauvais élève. Et j'avais le sentiment, comme hypersensible, d'être toujours en décalage. Mes parents ne comprenaient pas du tout comment j'étais. Et le jour où j'ai médité, j'ai senti que c'était absolument OK d'être comme je suis. C'était la première fois de ma vie. C'est-à-dire, ce que j'appelais dans mon langage, c'est pas comme ça que c'était présenté, pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à me foutre la paix. Et là, ça a été juste, waouh, je peux être comme je suis. Je ne suis plus en faute. Dans les choses importantes, il faut se foutre la paix, que c'est très important de cesser d'être calme, être en paix, que le calme, c'est pas la paix. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus. Qu'être en paix, on peut être en paix. J'ai beaucoup de chagrin aujourd'hui. Ça m'empêche un peu de dormir, de devoir perdre cet ami qui était mon professeur de philosophie. Ça fait 25 ans que je le connais.
j'ai du chagrin, donc je ne suis pas calme, mais je suis en paix. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc la différence entre le calme et la paix, le fait que se foutre la paix, c'est pas démissionner, c'est arrêter de se mettre la pression, comprendre que le mot stress est un mot poison. Si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est chaque fois qu'on vous dit vous êtes stressé, dites-vous là il y a un problème. J'étais un jour chez mon médecin, elle me dit vous êtes stressé. En fait je suis comme tous les hypersensibles, enfin pas comme tout, mais comme beaucoup d'hypersensibles, j'ai souvent mal au ventre. Donc, je vais voir un homéopathe, elle me dit vous êtes stressé. J'ai dit mais non. Alors, donc, maintenant j'ai un peu de... Ça m'a vraiment frappé. Je dis en fait ça ne dit rien. Quand on dit à quelqu'un vous êtes stressé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes angoissé, vous êtes gêné, vous êtes en décalage avec vous, vous êtes surmené. Donc je donne un conseil à tous les auditeurs, chaque fois qu'on vous dit stressé, dites-vous mais quel mot je veux dire derrière? Ça participe d'une déshumanisation. Alors un autre enseignement que je trouve important, c'est de repérer partout la manière dont on est déshumanisé. Gérer son stress. On devrait gérer son compte en banque, on ne peut pas gérer son stress. Le mot stress est un mot qui ne veut rien dire. Et gérer, c'est très bien pour le monde économique. Quand on commence à vouloir gérer son stress, gérer ses émotions, gérer ses enfants, on est en train d'avoir un rapport de domination économique à soi-même. Une autre chose qui me... Alors je vais un peu dans tous les sens, mais des choses qui me semblent frappantes, c'est que tout le monde est en train de voir aujourd'hui la catastrophe du capitalisme qui est en train de détruire la Terre, qui est en train de détruire... qu'on considère les animaux comme des ressources qu'on peut instrumentaliser mais qui ne sont pas des vivants, que les êtres humains sont des ressources humaines, et on ne se rend pas compte du capitalisme psychique. Et là, moi, je trouve que c'est très important pour tous les gens qui nous écoutent de faire attention. Le capitalisme comme instrumentalisation des choses qui emmenant à leur destruction, c'est important de remarquer comment nous-mêmes, nous sommes pris par cette idée-là. Ce capitalisme psychique, c'est je dois me gérer moi-même, je dois potentialiser mon capital santé, je dois potentialiser mon capital bonheur. C'est-à-dire qu'on se gère comme si on était un stock. Et on ne se rend pas compte que c'est ça qui nous rend malheureux. On n'est pas malheureux parce qu'on n'a pas bien géré notre stress. On est malheureux parce qu'on nous dit que le rapport au chagrin, à la douleur, à l'incertitude, à la peur, je dois le considérer comme un stress que je dois gérer. Et donc là, je suis déjà tellement coupé de mon humanité que je me sens mal. Oui, c'est comme les gens qui font un burn-out. On leur dit vous n'avez pas assez bien géré votre stress. Au lieu de dire excusez-nous, on vous a exploité, on vous a malmené. Parce que les gens qui font un burn-out, c'est pas les paresseux qui en ont rien à foutre, c'est des gens souvent qui veulent trop bien faire. C'est ça que je pense que ma logique du foutez-vous la paix est juste. C'est des gens qui veulent trop bien faire, qui veulent pas laisser tomber les gens, qui ont été au fond victimes de leur bon cœur, de leur allant, de leur... Parce que les gens qui n'ont rien à foutre des autres, qui n'ont rien à foutre de rien, ils vont pas faire un burn-out. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, qui me semble important de réussir il faut se libérer du capitalisme psychique pour avoir un rapport à soi humain. Mais comment comment sortir du capitalisme psychique dans un monde capitaliste? Moi, je trouve ça très dur. Je pense qu'à l'instant où on commence à voir que ça ne sert à rien de gérer son stress, qu'il faut... Vous avez des choses tout simples, comme j'ai dit. Au lieu de dire « je suis stressé », de se prendre 2 minutes et dire « mais ça prend 2 minutes, hein. Qu'est-ce que je sens? Ah non, je ne suis pas stressé là. J'ai peur, ou je suis inquiet, ou je suis surmené, ou je suis maltraité. » Parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés, c'est juste qu'on les maltraite. Ouais. Dans plein de Parce qu'en fait, moi qui ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, la cause principale du burn-out, c'est pas le fait que vous avez trop de travail, c'est le fait que vous n'êtes pas reconnu. C'est le manque de reconnaissance qui détruit les gens. Vous êtes instrumentalisé. On ne voit pas ce que vous faites. On vous en demande plus sans jamais vous reconnaître. Si on voit ce que vous faites, vous êtes valorisé, vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses. Donc vous voyez, je ne suis pas stressé, mais voilà ce qui m'arrive. De prendre le courage de reconnaître, oui, là, je suis maltraité. Ben déjà, ça change énormément de choses. Donc je dirais, voilà, ça peut déjà beaucoup aider de voir... Et donc, du coup, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une manière de progresser dans sa vie qui est juste en train de renforcer le capitalisme psychique, donc ça ne va pas marcher. Et il y en a d'autres contacts qui vont m'en libérer et me rendre plus humain. Il y a plein de manières d'être plus humain et de laisser tomber le capitalisme psychique. Comme manger une bonne glace, passer du temps avec un ami pour rien, prendre le temps d'écouter ce qui se passe,